une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. MPB, c'est un site qui a été fondé par et pour les amateurs et passionnés comme vous, j'imagine, de photographie et de vidéo. Pour vous donner un exemple très concret, vous prenez Le Bon Coin, vous y ajoutez le paramètre important qui est celui de la fiabilité, car tout le matériel en vente sur le site de MPB est soigneusement inspecté par des professionnels avant de vous être expédié. Chaque article s'accompagne d'une garantie et d'un suivi professionnel par un service client. MPB, c'est la plus grande plateforme en ligne qui permet d'acheter, de revendre ou d'échanger du matériel photo d'occasion. Ils nous ont fait confiance pour ce podcast et pour les prochains et on vous a mis un lien pour découvrir le site que vous pouvez utiliser. C'est en description de ce podcast. Bonne écoute. L'image qui est présentée là, c'est une image tirée de ma série Anima, que j'ai photographiée entre 2017 et 2019 sur des pèlerinages religieux et des célébrations religieuses à travers le monde. Et donc la photo qui est présentée, c'est un enfant, un jeune homme qui est assis sur son cheval, fait très probablement partie d'une grande famille d'éleveurs andalous. Et donc cet enfant, il est posé devant une carriole. En fait, cette carriole qu'on voit derrière lui sert à amener à travers l'Espagne tous les différents pèlerins jusqu'à un arbre en fait et une église où les gens viennent se recueillir, où il y aurait eu une apparition de la Vierge au XIXe siècle. Moi, c'est une image qui me plaît beaucoup puisqu'elle a plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, visuellement, elle est intéressante puisque les fleurs représentent le niveau d'attention que mettent les personnes dans la décoration, dans le pèlerinage, pour justement décorer ces carrioles. Puis l'enfant porte lui-même aussi une tenue traditionnelle d'éleveur terrien andalou. Et puis surtout, c'est sa posture, je pense, qui est intéressante puisque ce gamin, il doit avoir quelque chose comme ça, 9-10 ans. Mais en fait, on sent déjà à travers la manière dont il se tient, dont il pose. Pour ma photo, alors je ne l'ai pas amené ici, moi l'enfant était là, la scène se présentait comme ça devant moi, je lui ai simplement demandé de me regarder, de s'arrêter puis de me regarder puisqu'il était en mouvement. Et la manière dont il se tient, la manière dont il me regarde, on sent déjà à travers lui presque le poids en fait des traditions familiales et puis religieuses qui passent à travers lui. Il y a quelque chose au niveau de son statut social, puisque dans ces pèlerinages-là, ce sont les personnes qui font le pèlerinage à cheval, sont très souvent les personnes issues de familles plutôt riches, de propriétaires terriens en Andalousie. Et donc ce jeune homme, je pense qu'il est déjà très conscient d'où il est et puis d'où il va surtout. En tout cas, dans ce projet particulier-là, qui a été celui des pèlerinages religieux, j'ai aussi interrogé toutes les notions de tradition et de transmission surtout. En tout cas, l'exemple de ce jeune homme ici est assez intéressant pour la série dans son ensemble. Je suis Mathieu Richer-Mamous, je suis né en banlieue parisienne, proche de Paris, où j'ai passé ma petite enfance avant de déménager dans le sud. Donc j'ai eu une enfance très heureuse dans le sud, avec beaucoup de soleil, une vie très simple, heureuse. J'ai fait mes études à Carpentras exactement, donc où j'ai fait mon collège et mon lycée. Ce qui m'a très rapidement intéressé, c'est le documentaire, le voyage, le journalisme en fait, surtout. C'est ce à quoi je me destinais plutôt au départ. Non pas que j'en fais pas maintenant, mais on va dire d'une manière différente. Après mon lycée, je suis parti à Avignon pour faire des études d'anglais, puisqu'en fait, je pense que je voyais l'anglais comme une porte de sortie, enfin pas de sortie dans le sens négatif, mais disons une ouverture au reste du monde, à pouvoir voyager. J'étais assez intéressé par la culture anglo-saxonne, américaine notamment. Donc au cours de mes études de lettres, j'ai pu faire une année d'échange universitaire en fait aux États-Unis dans un collège d'art
d'art qui s'appelait Maryville College, qui était dans le Tennessee. Et donc c'est au cours de cette 3e année de licence où je suis parti là-bas pour achever mon cursus que j'ai pris des cours de photo. Alors la photo était présente dans ma vie plus jeune, puisqu'en fait j'ai un grand-père qui faisait beaucoup de photos. Mes premiers souvenirs visuels, on va dire, ça a été vraiment à travers les films que nous montrait mon grand-père, la télévision jeune, comme je disais, beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires, c'était les choses qui m'intéressaient. Sachant que dans le sud, en tout cas dans l'endroit où moi je vivais, il n'y avait pas un accès à l'art et à la culture qui était très fort. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas un manque d'intérêt, que ce soit de la part de ma mère ou quoi que ce soit, mais il y avait malheureusement une offre culturelle qui n'était pas très grande. Donc l'accès à la culture, à l'art, je l'ai eu beaucoup plus tard dans ma vie. En tout cas, après mon adolescence, c'était plutôt dans ma vie de jeune adulte. Et donc c'est au cours de cette 3e année de lettres anglaises aux États-Unis que donc j'ai pris un cours de photo, parce que voilà, je commençais une pratique, mais très amateur. J'avais un appareil, j'avais un petit Nikon à l'époque, ou un petit Sony, je sais plus. Je faisais des photos de ce qui m'entourait, des amis, des petits voyages que je faisais, mais bon, sans vraiment avoir d'ambition professionnelle, ou en tout cas d'amener la chose plus loin. Donc j'ai pris ce cours de photo qui était sur mon dernier semestre d'études. Donc notre prof, c'était un photographe qui avait une 30aine d'années, qui s'appelait Brian Wagner, qui était un photographe qui travaillait pour la presse locale, enfin qui travaillait pour faire des séries documentaires à travers les États-Unis. Et je me souviens très bien du premier cours, donc on s'est assis. J'avais absolument aucune notion, en fait, très sincèrement, de ce que pouvait être la photographie, de ce qu'elle pouvait montrer, en fait. Moi, je m'arrêtais au simple fait de prendre des photos de ce qui nous entourait. Donc ce photographe a commencé à nous montrer son travail, à présenter des images, et en fait, j'ai eu un choc, notamment sur une image, donc qui était une image en noir et blanc, très simple, de, je pense, ses cousins, il me semble, dans mes souvenirs. On voit un ponton qui donne sur un lac, et puis juste des mains qui dépassent de ce ponton, donc c'est un enfant qui était accroché, et puis un autre enfant qui sautait, on voyait juste les jambes dépasser, en fait. Et là, je me suis dit, on peut montrer des choses, évoquer un souvenir, mais aussi parler d'une atmosphère, d'une ambiance. On peut, de manière implicite, raconter une histoire avec de la photographie. Parce qu'on ne voit pas la tête des enfants, on ne sait pas exactement où on est, on a du mal à le définir, c'est une photographie en noir et blanc. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, il y a un univers entier qui s'est ouvert à moi, que je ne connaissais pas, enfin disons que je n'avais pas envisagé. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que je me suis décidé à être photographe, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que au-delà de l'intérêt esthétique à la photographie et qui m'intéresse, on peut raconter des histoires, et on peut raconter des histoires de la manière dont on a envie. Et donc, à la suite de cette découverte, moi, j'ai terminé mon cursus, j'ai terminé ma licence, mon année d'études aux États-Unis, et puis je me suis décidé à faire une école de photographie. Je suis rentré en France, je suis allé m'installer à Paris, donc j'avais 20 ans, et j'ai commencé un cursus dans une école de photo qui s'appelait Icar Photo, qui n'existe plus maintenant, mais qui a formé un bon nombre de photographes, surtout à l'ère de la photographie argentique. C'était la première fois que je vivais en tant que jeune adulte sur Paris, donc rencontrer des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, et puis cette ouverture en fait à l'art, à la culture, enfin voilà, c'est un monde, moi, que j'ai découvert complètement à partir de mes 20 ans, donc c'est un moment où j'ai commencé en tout cas, à m'affirmer visuellement, et puis à prendre conscience qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et donc à apprendre le métier de photographe. Au cours de ma 2e année d'études, j'ai fait un stage dans un grand studio à Aubervilliers de photographie et de tournage vidéo qui s'appelle le Little Grand Studio, qui venait d'ouvrir d'ailleurs, et j'étais un de leurs premiers stagiaires. C'est la première fois, à ce moment-là, où j'ai mis les pieds sur des plateaux en fait de tournage et de photos commerciales. Enfin, il y a plein de choses qui se faisaient, de la pub, de la mode, des éditos, tout ça. Et là, pareil, c'était une deuxième claque, et c'est un deuxième monde en fait qui s'est ouvert à moi, puisque à l'école, on apprend des choses. Enfin, si vous voulez, dans cette école, on apprenait les bases de la photographie. On avait des cours d'histoire, on avait des cours de développement, on travaillait beaucoup à l'argentique encore, même si c'était il n'y a pas si longtemps. C'était un souhait des professeurs. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, ok,
on peut gagner sa vie en faisant de la photographie. J'arrivais sur des plateaux où il y avait 150 personnes, on photographiait des campagnes de mode qui étaient présentées dans le monde entier. Là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à apprendre, au-delà de l'intérêt que j'avais, moi, pour la photographie documentaire, tout ça. Alors, j'étais aussi confronté à un deuxième problème, c'est que c'était une école qui était coûteuse, comme la plupart des écoles privées, et j'ai dû en fait commencer à travailler pour finir de la payer. Et le choix s'est imposé assez rapidement. En fait, je me suis rendu compte qu'en 3 mois, 4 mois de stage, j'avais plus appris qu'en 1 an et demi d'école. Donc j'ai quitté cette école au bout de la 2e année pour me donner, me mettre à travailler à temps plein en fait en tant qu'assistant plateau. Vraiment assistant plateau quand on commence, pour ceux qui connaissent, c'est on fait les cafés, on passe le balai, on ouvre, on ferme, on est là 15 heures par jour. En tout cas, c'était le départ de mon apprentissage du métier. On va dire que mes premières influences que j'ai eues, en tout cas l'imaginaire que je me faisais du photographe, gamin devant la télé à regarder des documentaires, c'était plutôt donc des photographes de beaucoup de conflits en fait à l'époque, parce qu'encore à la fin des années 2000, voilà, on était encore il y avait encore une petite possibilité de... moi, je me souviens, j'ai fait des stages dans des agences de presse à ce moment-là. Tac, on m'a payé un billet d'avion pour aller faire un reportage à La Réunion. On te fait un chèque de 2 000 € et on te disait allez, vas-y, va faire un truc. Bon, là, 15 ans plus tard, ça devient très compliqué. Mais en tout cas, mes premières envies et inspirations, voilà, ça a été vraiment de la photographie assez... basique, on va dire, enfin basique dans le sens où je suis allé dans une librairie à Place de Clichy, j'ai acheté les 50 ans de Magnum, et voilà, ça a été mes premières références avec Capa, avec toutes ces personnes-là, ça a été mes premiers intérêts, et puis à partir de là, j'ai commencé à connaître mieux le milieu, à regarder d'autres écritures, d'autres approches, je suis allé vers des photographes un petit peu plus pictorialistes, voilà, par exemple comme Gruyère, où moi j'aimais beaucoup la street photo, donc j'aimais beaucoup Alex Webb aussi, voilà, ça a été un des premiers livres que j'ai acheté et qui m'a beaucoup influencé dans les premiers voyages que j'ai faits. Tout début, je me suis rendu compte assez rapidement, dans mes expériences avec la presse et dans les stages que j'ai faits, que malheureusement, ça allait être assez compliqué de gagner sa vie, en tout cas la manière dont je voulais vivre ma vie, avec uniquement la photographie documentaire, on va dire peut-être plus photoreportage, journalistique, tout ça. À ce moment-là, donc ouais, comme je te disais, je suis commencé à aller vers une photographie anglaise, un petit peu plus léchée, esthétisante, des portraitistes, voilà, comme Tom Wood par exemple, ou ça peut être des photographes américains comme Alex Soff, des personnes comme ça, qui m'ont beaucoup influencé aussi. Mais tout en gardant un intérêt aussi pour le documentaire et le photojournalisme. Moi, par exemple, il y a un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Christopher Brown, qui a fait un livre sur le conflit libyen qui s'appelle Libyan Sugar. Et c'est un livre qui a été photographié quasiment, il me semble, entièrement à l'iPhone. Et en fait, ça m'a conforté dans le fait qu'on peut montrer une histoire, on peut montrer un conflit, on peut raconter des choses sans perdre un parti pris esthétique, parce qu'en fait, il sortait un peu de ce 24-36 horizontal, voilà, que le médium, enfin en tout cas l'outil que tu utilisais n'était pas primordial, parce que tu pouvais très bien faire à l'iPhone. Alors lui, il l'a fait aussi pour des raisons pratiques, parce que il s'est retrouvé dans des situations où se balader avec un appareil photo, c'était pas forcément le meilleur des choses. À partir de là, moi j'ai mon parcours commercial et puis j'ai développé ma propre approche documentaire. Donc je me suis beaucoup intéressé à la photo, enfin en tout cas à l'anthropologie en général. Et puis à la photo qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Donc évidemment, il y a le livre de Phyllis Galambo sur les masques. Donc elle a photographié beaucoup de traditions avec des masques de carnaval à travers le monde. C'est un livre que, si on s'intéresse à ce sujet, on connaît, mais que peu de gens au final connaissent. Mais en fait, c'est un livre qui a tout fait pour ces 20 dernières années, enfin peut-être ces dizaines d'années. Même moins pour moi, hein, la manière, l'approche du sujet, un parti pris esthétique très fort, beaucoup de recherches autour. Évidemment, voilà, il y a les écrits de Lévi-Strauss, il y a le vaudou haïtien qui a été étudié par Alfred Métro, voilà, quand je suis allé faire des reportages là-bas, tout ça. Donc, je suis parti de quelque chose d'assez généraliste, on va dire, avec des portes d'entrée énormes que sont Capa, ou même des photographes comme Salgado, parce que c'est des photographes qu'on voit partout en fait en grandissant en tant que photographe. À Paris, on a l'impression que voilà, il y a quasiment que ça, alors qu'il y a plein d'autres choses aussi.
De là, j'ai commencé à affiner un peu mon parcours. Toutes ces recherches m'ont permis de développer une approche plus personnelle, en tout cas d'orienter mes recherches vers des sujets qui m'intéressaient. Je vivais à Paris, comme tout le monde, j'avais besoin de gagner ma vie. Donc moi, j'ai assisté pendant longtemps en fait, des photographes commerciaux, de mode beaucoup, de pub pendant plusieurs années, ce qui m'a permis d'une, de connaître le métier, de savoir ce que c'était une prod, une relation avec un client, comment on pouvait gagner sa vie en tant que photographe, puisqu'en fait, comme je te disais, je me suis rendu compte que gagner sa vie, malheureusement, en faisant uniquement du documentaire, du photoreportage, dépendre de commandes de magazines, c'était assez compliqué. Donc je me suis orienté, c'est un choix que j'ai fait assez tôt, en fait je me suis orienté pour gagner ma vie en tout cas vers des choses plus commerciales. Et donc pendant plusieurs années j'ai assisté des photographes, j'ai beaucoup voyagé en faisant ça, j'ai pris pas mal d'expérience, je me suis créé un réseau, j'ai appris à faire de la lumière, à travailler de manière commerciale en fait, j'ai appris un métier parce que photographe, moi en tout cas je considère que c'est un métier d'artisan en fait, donc quand on part d'un projet de zéro, qu'on te demande de créer une campagne, quelque chose en tout cas, il faut avoir des connaissances techniques, il faut avoir des connaissances en lumière, il faut savoir utiliser les bons outils sur l'ordinateur, il faut savoir, il y a plein de choses comme ça qui m'ont intéressé aussi. Et donc, en parallèle de toute cette pratique commerciale où je travaillais beaucoup en tant qu'assistant, j'ai aussi commencé à développer, surtout à partir de 2017, mes propres séries documentaires. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai commencé à shooter des séries documentaires. Donc, au début, beaucoup autour du vêtement et des pèlerinages religieux. Ce qui m'a passionné, ce qui me passionne toujours dans tout cet aspect du milieu, c'est très complet. C'est-à-dire qu'une partie de recherche, au début, on se pose, il y a un sujet qui nous intéresse, on regarde des références, on regarde des films, des documentaires, voilà. Ensuite, on part produire ce sujet. Ça demande évidemment beaucoup de débrouillardise, de parler aux bonnes personnes, tout ça. Évidemment, les photos, c'est essentiel, il faut faire des bonnes images. Est-ce que ton sujet a un intérêt journalistique ? Est-ce que ton sujet, en tout cas, selon ce que tu veux en faire, après tu peux faire un sujet pour faire un livre pour toi, mais si tu souhaites le diffuser dans la presse, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce genre de sujet ? Ensuite, une fois que le sujet est fait, on revient, on édite les images, on travaille avec un journaliste sur place ou après, on écrit, à qui on va le pitcher, à qui on va l'envoyer. Et en fait, tout ce parcours, et c'est un peu c'est pas au petit bonheur la chance parce qu'il n'y a pas de chance évidemment, mais on va dire il faut savoir être assez opportuniste et moi c'est tout ça aussi qui m'a passionné dans créer des sujets de documentaires. Au-delà de le fait d'aller faire des images et de les photographier et les diffuser, c'est aussi toute l'approche qu'il y a autour. J'ai la chance maintenant aussi de travailler pour des clients, ce qui est plutôt rare, qui me permettent de m'exprimer assez librement. Par exemple, je travaille assez régulièrement pour le M Magazine, qui m'envoie évidemment sur des commandes, mais qui te donne, évidemment il faut montrer la personne qu'on photographie, il y a un cahier des charges, mais ils nous permettent de nous exprimer et de photographier assez librement. Donc ça, c'est une chance, je trouve. En tout cas, je me sens très chanceux en tant que photographe d'avoir accès à des magazines où il y en a d'autres comme ça. J'ai pu travailler pour Voyageurs du Monde, notamment, où ils m'ont envoyé en Égypte sur un de leurs bateaux à vapeur, les Iconiques, sur le Nil. Et où j'avais en fait quasiment carte blanche pour photographier. C'était dans un projet éditorial, ils sortaient un livre sur l'histoire du VIP. Donc maintenant j'arrive à avoir, au-delà d'une pratique très pub aussi, j'arrive aussi à avoir des clients, des commandes qui me donnent la chance et l'opportunité d'exprimer et de pouvoir photographier comme j'ai envie. Et ça c'est très épanouissant dans ma pratique. L'esthétisme, pour moi, dans la photographie, donc, il est primordial. Avant tout, moi, je fais une image, évidemment, pour raconter une histoire, mais aussi pour faire une belle image, que ce soit dans la composition, dans les sujets que je vais photographier. Je parle pas que le sujet soit beau ou pas, mais je veux dire, dans le cadrage, qu'il y ait un intérêt dans la lumière, surtout. Moi, je recherche
Je recherche beaucoup des lumières intéressantes de fin de journée, au début de journée, ou des choses solaires. Enfin voilà, j'ai du mal à photographier des choses plates. Et en fait, moi je trouve que malgré ce qu'on peut dire ou penser, il y a beaucoup de profondeur dans la beauté. Dire que c'est pas parce qu'une image est juste belle qu'elle est juste belle et qu'il n'y a rien derrière. Je trouve que ce qu'elle peut véhiculer quand on est attiré par une image, quand elle nous accroche le regard, je pense que ça peut servir le propos aussi de l'image. Et voilà, je trouve que on est aussi dans une génération et dans une période où on cherche beaucoup de sens à toutes les images qu'on fait et à tout ce qu'on produit. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est une question qu'il faut se poser et qui m'habite moi aussi. On se pose très souvent la question pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut dire. Mais je trouve que une belle image en soi, pour moi, a autant d'importance et autant de profondeur qu'une image qui va être assez explicite, par exemple, quand on fait un sujet documentaire. J'ai grandi dans le sud de la France. Je pense que son environnement, en tout cas son enfance, puis l'environnement dans lequel on habite, joue beaucoup sur l'inspiration et sur ce qu'on a envie de photographier. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement plutôt ensoleillé, plutôt chaleureux, avec des couleurs assez vives, avec des traditions plutôt colorées. Donc, sans chercher trop loin, je pense que naturellement, j'ai un attrait pour ça. Même moi, d'un point de vue personnel, je passe beaucoup de temps, en tout cas le plus que je peux dans le sud, au soleil, dans des destinations plutôt chaudes. Je pense que c'est un attrait naturel. Alors, j'ai rien contre la Scandinavie, contre tous ces pays-là, bien sûr. Je trouve que c'est très beau en soi. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient un peu des tripes, quoi. Même si c'est une question qu'on m'a déjà posée, pourquoi c'est la couleur et pourquoi ces teintes plutôt orangées, chaudes et tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose que je fais naturellement et que je vais chercher naturellement. Alors c'est assez bizarre parce que moi je m'habille de manière plutôt sobre, tout ça, mais je suis très sensible à l'environnement qui m'entoure. D'ailleurs, je suis plutôt entouré de gens plutôt joyeux et drôles et puis je vais chercher des choses où il y a de la vie, de la chaleur, de la couleur. C'est des choses qui m'intéressent de photographier. Après, je reviens de Lanzarote où j'ai fait une série perso sur de la terre volcanique. Donc je suis pas arrêté à des choses en particulier, mais je pense que clairement, ça vient de l'environnement de l'enfance et puis d'un attrait personnel. Je trouve qu'il y a une densité et une variété dans la couleur. Et en fait, la manière dont les gens s'habillent se représente. Ça, c'est un fil conducteur qu'on retrouve dans mon travail, dans Anima, dans ce que j'ai photographié pendant plusieurs années. La représentation qu'il y a à travers le vêtement, pourquoi on décide de mettre des choses colorées, dans quel contexte, m'intéresse plus que photographier le noir et blanc, même si j'en fais et que je trouve ça aussi très beau, mais en tout cas, c'est pas mon attrait naturel. Évidemment, il y a eu tout un mouvement aussi dans la photographie de mode notamment, qui a été influencé beaucoup par la photographie documentaire anglaise. Il y a, on va dire, il y a à peu près 7 ans, 7-8 ans, ça a commencé, on a encore maintenant. Donc moi, c'est un moment aussi de mon parcours où j'ai développé mon parti pré-esthétique et en tout cas la manière que j'avais de photographier. Et évidemment, j'ai eu beaucoup d'influence par tous ces photographes anglais. Donc on citait Tom Wood, qui tire plutôt avec des teintes plutôt chaudes. Et ça s'est retrouvé dans le travail. Donc tout ce travail documentaire s'est aussi transposé à la mode. Et en fait, on a eu tout un moment où pendant plusieurs années, tout était très chaud et coloré. Enfin, il y a beaucoup de travail à l'argentique, au labo, plutôt des teintes comme ça. Donc oui, je pense que clairement, ça m'a aussi influencé dans la manière dont j'ai tiré. Mais après, c'est quelque chose, je pense aussi, qui a été complété par ma propre expérience et par mon enfance et par un attrait naturel. Alors, c'est pas quelque chose qui est forcément très explicable. Je pense que ça touche vraiment à l'intime et puis aux souvenirs personnels. Moi, ça va être plus vendeur pour moi d'aller passer mes vacances au bord de la mer à Majorque au fin fond de la toundra, dans un environnement plutôt désertique. Donc, je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui touche au goût personnel, en fait.
En 2017, je traversais une période un petit peu compliquée, voilà, avec une rupture, avec des choses comme ça. Et donc, ça a été une période de questionnement. Et j'ai commencé à aussi m'interroger dans ma pratique photographique. Puisque à cette époque-là, je travaillais beaucoup en tant qu'assistant. Je travaillais essentiellement dans le domaine, voilà, de la pub, de la mode. J'y trouvais évidemment un intérêt financier, mais pas un intérêt photographique et même de développement voilà, artistique, personnel. Moi, je rêvais de faire des sujets documentaires, d'être journaliste, enfin, voilà. Et j'y trouvais plus mon compte. Je me suis dit, il faut que je commence pour de vrai, puisque je faisais des petites séries, mais c'était pas très recherché, pas très poussé. J'avais besoin de commencer un vrai travail documentaire personnel. Donc j'ai beaucoup lu. J'ai cherché les premières opportunités, des thématiques qui m'intéressaient, et puis je me suis retrouvé à aller donc faire un voyage à Séville, en Andalousie, au cours de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, ça réunissait plusieurs choses qui m'intéressaient. Il y avait l'effet de groupe, l'effet de cohésion, il y avait le vêtement, puisqu'en fait, les pèlerins, les personnes qui font les processions portent quand même des vêtements assez reconnaissables et enfin assez intéressants esthétiquement. Ça interrogeait toute la notion du religieux aussi. Donc je me suis retrouvé là-bas et pareillement en fait ça a été ma première claque aussi photographique. Je me suis rendu compte que je pouvais photographier un sujet qui m'intéressait de la manière dont je voulais la photographier, donc en recoupant la plupart des références que j'ai citées tout à l'heure, voilà, des photographes, j'avais dans la tête tous ces photographes plus portraitistes, plus posés à l'anglaise, en face de soi, voilà, presque plein pied, avec des couleurs un peu chaudes, des choses intéressantes. Et puis, qu'est-ce que je photographie? Qu'est-ce que je montre? Pourquoi les gens sont là? Comment ils sont habillés? Qu'est-ce qu'ils veulent représenter en étant habillés de cette manière? Qu'est-ce que fait l'effet de masse aussi de toutes ces personnes-là? Qu'est-ce que ça produit en eux? Et donc j'ai commencé en fait à partir de là. Donc, ça a été le premier reportage que j'ai fait. Je l'ai fait de la manière aussi dont je voulais le faire. Ça, c'était la première, puisque j'étais pas dans un contexte de commande. J'étais pas en train de shooter une pub ou même de faire une commande presse, puisqu'on répond à un cahier des charges quand on a une commande presse. Et à partir de là, je n'ai pas arrêté pendant 3-4 ans. Donc j'ai photographié 8 reportages différents dans 10 pays. En fait, je voulais continuer cette thématique. Je suis allé à Haïti, photographier le vaudou haïtien. Je suis allé en Bulgarie pour photographier voilà, c'est la tradition des koukéris. Je suis allé en Inde, au Sri Lanka. J'ai fait d'autres pèlerinages en Espagne. Et en fait, j'avais pas vraiment d'idée derrière la tête au début. Je me suis dit, c'est un thème qui m'intéresse. J'ai envie de les faire comme j'ai envie de le faire. Ça me donnait l'opportunité de voyager, de faire les images, de me construire une première identité visuelle, parce que c'était la première fois aussi que je photographiais des images comme je voulais les photographier, à l'argentique, en prenant le temps de les faire, en faisant l'édit que j'avais envie de faire. Et au fil du temps, j'ai fait toute cette série de reportages jusqu'en à peu près 2019, je dirais. Ensuite, il y a eu le Covid qui a évidemment marqué un temps d'arrêt, puis un peu de réflexion. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant de toutes ces images, de tous ces différents reportages qui avaient été publiés pour la plupart dans la presse, en fait, pour illustrer, alors de manière soit plus informative, plus dans le cadre de portfolio, puisque voilà, c'était une approche intéressante du fait religieux, du pèlerinage. Et puis, j'ai fait un workshop d'édition, en fait, avec Vue. Et à partir de là, en fait, est né le projet de réunir tous ces différents reportages ensemble pour en faire un livre, donc, que j'ai appelé Anima, qui veut dire le souffle en latin. Donc, j'ai travaillé avec un directeur artistique qui s'appelle Pierre-Alexis Guinet, qui fait des livres, qui a un très bon DA à Paris, et qui m'a permis... Donc, moi, j'avais fait un editing. Il faut partir du principe que c'est des images que j'ai photographiées sur 4-5 ans. J'avais déjà fait un gros editing, il y avait déjà ces images, j'ai pris le temps de les laisser respirer, enfin voilà. Et on est arrivé à faire un editing d'une 40aine d'images, puis d'en faire un livre qui est sorti fin 2021. Dans Anima, c'était de photographier ces situations et ces personnes. Alors, ce qui est important, et ce que je tiens à préciser, les personnes, j'ai pu leur demander de s'arrêter, de me regarder, tout ça, mais je n'ai jamais fait poser les personnes. C'est-à-dire qu'il y a un fin équilibre entre
une photographie plutôt de face, comme je le disais, avec cette influence américaine. Mais j'ai jamais créé des situations. Les situations qu'on voit à travers les images sont des situations réelles. Il n'y a pas de mise en scène. Les gens étaient là à ce moment-là. Moi, c'est le jeu du chat et la souris. Quand je suis là-bas, je regarde, je vois ce qui se passe. Tiens, ce décor, ça m'intéresse. Qui va passer devant qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est pas la bonne heure de la journée. Je vais peut-être revenir un petit peu plus tard. J'avais envie de photographier à la bonne lumière, dans les bonnes conditions. Ça, ce sont des contraintes techniques que j'ai aussi appris avec mon parcours plus commercial, en fait. Mais encore une fois, toutes ces personnes-là se sont trouvées à ce moment-là sans que je leur demande d'y aller. Voilà. Donc ça, c'était assez important aussi. J'avais pas envie de déformer la réalité parce qu'elle n'est pas du tout déformée. Les costumes que les gens portent, les attitudes qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des choses réelles. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, en fait, dans tous ces différents reportages et dans ce livre, c'est que j'ai voulu approcher la notion d'identité de ces personnes-là à travers leurs vêtements. Enfin, au-delà de ça, même la représentation qu'ils avaient. Il y a assez peu de choses, en fait, dans le monde qui permet une certaine unité de peuple, de groupe de personnes comme ça, clairement la religion, ensuite le football peut-être, enfin en tout cas le sport beaucoup. Au-delà de montrer le fait religieux, les différentes déclinaisons du fait religieux à travers le monde, comment ça pouvait se manifester, en fait c'est ça qui m'intéressait, la manifestation de fait religieux. J'ai pris le parti pris du vêtement, donc pourquoi les gens s'habillaient comme ça, pourquoi ils se représentaient comme ça, toute cette notion de représentation m'intéresse beaucoup. À Haïti, par exemple, on peut en parler. Donc, en lisant, moi j'avais étudié le travail d'Alfred Métro justement sur le vaudou haïtien. Les personnes qui font des trans, par exemple, donc qui s'habillent comme des déités du panthéon du vaudou haïtien, ça leur permet de s'exprimer dans un temps donné, en fait, d'échapper aux normes de la société, souvent à l'époque d'échapper d'ailleurs à la contrainte de l'esclavage. Et ça, on leur donnait la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le carnaval. Les premiers carnavals, les gens défilaient costumés, masqués. C'était aussi pour faire des revendications sociales, enfin des choses comme ça. Et donc toute cette notion de pourquoi on s'habille, d'unité, de représentation, ça a été plusieurs facteurs qui m'ont intéressé pour développer ce sujet. Alors évidemment, parce que c'est le parti pris esthétique, et moi j'avais envie de faire de belles images fortes, bien composées, mais sans intervenir dedans, encore une fois, j'insiste là-dessus. Voilà, pour moi, ça réunissait beaucoup de choses intéressantes, à savoir de la recherche sur un sujet qui m'intéressait, une dimension esthétique forte, parce que je suis allé vers des destinations où il y avait du costume, où il y avait des fleurs, où il y avait des gens qui dansaient, il y avait tout ça. Et puis, évidemment, évoquer un sujet qui est plutôt universel, en fait, qui est le fait religieux et auquel tout le monde, du moins par sa culture, peut se référer. La première fois que je suis allé à la Semaine Sainte pour photographier ce sujet, la première chose qu'on entend, c'est en fait, il n'y a pas de bruit dans la ville. Il y a une ambiance assez lourde, presque sombre en fait, puisque c'est autour de la Semaine Sainte, enfin en tout cas au début, c'est la mort du Christ qui est célébrée. Donc il y a une ambiance assez lourde, assez pesante, presque mortuaire. Voilà, on entend, il y a juste les tambours, puis il y a les trompettes, voilà, et puis il y a toutes ces personnes qui portent les chars en fait, les chars où il y a des représentations du Christ ou de la Vierge. Donc quand on arrive là-bas la première fois, on voit tous ces gens habillés, qu'on entend la musique un peu sombre, un peu lourde, qu'il y a une unité parce que les gens marchent presque au pas, ils chantent au pas, et même des gens qui pleurent en fait. Moi, ça a été un choc pour moi, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de continuer le sujet. Alors celui-là, il est un peu lourd, mais par exemple, Rocio, dans le sud de l'Espagne, il y a des gens qui marchent des centaines de kilomètres, des gens qui marchent 2 semaines du fin fond de l'Andalousie ou ailleurs pour arriver à pied, pour les plus religieux, jusqu'à cette église de Rocio pour ce pèlerinage à la Vierge. Mais en même temps, il y a beaucoup de joie, on est avec des gens qui dansent, qui chantent, et moi, ça me touche.
Et on voit beaucoup de jeunes dans ces événements-là. En fait, on se dit beaucoup, oui, on perd toutes nos traditions, en Europe de l'Ouest notamment, enfin dans le monde occidental et tout. Mais en fait, dans beaucoup de pays, par exemple en Europe de l'Est, en Bulgarie ou en Espagne, il y a quand même un intérêt encore fort pour ces traditions-là, même si ça dépasse le fait religieux, qu'on a un petit peu plus dans le folklore, parce que voilà, ils ont vu leurs parents s'habiller comme ça, ils ont envie de faire la même chose. Moi, il y a beaucoup de photographies de personnes assez jeunes, en fait, même quasiment dans ce livre-là. Et je pense que c'est un angle aussi qui m'intéressait, c'est-à-dire comment ces gens-là s'identifient à une culture qui est la leur, d'ailleurs, qu'elle soit bien ou pas bien, hein, d'ailleurs, puisqu'on peut y trouver des choses à redire, hein, dans les processions en Espagne, c'est hyper patriarcal, c'est les mecs devant, les femmes derrière, enfin voilà, c'est assez... Mais comment toutes ces personnes-là s'identifient à ces traditions-là, ce folklore, et comment ils perdurent? Et quelle est la suite d'ailleurs pour ce folklore, notamment en Europe de l'Ouest? En France, malheureusement, on a assez peu d'exemples, mais on trouve quand même un regain d'intérêt. Il y a des choses qui se passent en Bretagne, dans les Alpes, qui sont des pays où il y a beaucoup de traditions folkloriques. Donc c'est ça qui m'a intéressé aussi dans Anima, au-delà du fait religieux, c'est vraiment d'interroger toute cette notion de transmission. Les premières séries que j'ai photographiées pour Anima, en fait, j'avais une approche qu'on pourrait qualifier de plutôt magazine, c'est-à-dire on va se rendre dans un pays, enfin, ou en France, dans une destination, on va dire, pour traiter un sujet aussi en particulier. Alors là, je l'ai fait, en tout cas, de la manière dont je voulais le faire, parce que j'avais pas de contraintes d'un magazine, mais c'était sur une temporalité plutôt réduite. C'est-à-dire que je me rendais à un événement qui durait entre 2 jours et une semaine, et je photographiais, et puis je revenais à la maison. J'aime multiplier les expériences et j'aime photographier plein de choses différentes. Et donc, c'était une approche qui correspond plus à une approche, oui, qu'on pourrait qualifier de magazine. C'est-à-dire que maintenant, je travaille aussi beaucoup pour la presse. On m'envoie sur voilà, une destination pour couvrir un événement, pour faire des portraits de quelqu'un. Tout ça, c'est une temporalité plutôt réduite. Mais j'essaye, en tout cas, enfin, j'ai l'intérêt d'arriver à développer une pratique peut-être plus longue aussi, plus réfléchie, plus nourrie, peut-être un sujet sur plusieurs années. Même si Anima, c'est un sujet en fait que j'ai photographié pendant plusieurs années, j'ai quand même eu une approche assez courte de chaque sujet. Il y a eu 8 reportages différents en fait où j'ai passé voilà, peut-être 10 jours pour le plus long. Dans mon expérience professionnelle, j'ai été élevé aussi à la commande, puisque je travaillais pour des photographes qui répondaient à des commandes, que ce soit d'ailleurs en presse ou pour des boulots commerciaux. Et en fait, j'ai toujours, et j'ai eu longtemps et j'ai toujours cette approche aussi, peut-être un petit peu plus réduite, enfin en tout cas dans le temps, hein, d'un sujet. Entre 2017 et 2020, donc je produisais beaucoup de photographies documentaires, en tout cas des sujets que moi je recherchais et que j'avais envie de développer, dans l'idée de le revendre ensuite à la presse. Donc je travaillais avec un ou une journaliste, un ou des fixeurs sur place, et donc je me rendais sur place, je faisais des sujets et je le revendais. C'était des choses, voilà, enfin, c'était une approche de la photographie qui m'intéressait. Ça venait en complément de mon travail plus commercial. Et donc c'était un peu le hasard, mais j'ai pas mal travaillé. En fait, je me suis rendu en Indonésie pour la première fois en 2017 dans le cadre de Anima, parce que j'ai photographié des rituels mortuaires en fait à Toraja en Indonésie, sur l'île de Sulawesi. Et j'ai passé pas mal de temps dans une ville qui s'appelle Yogyakarta, qui est à Java. Je me suis fait ami avec une journaliste qui réalisait des documentaires indonésiennes, voilà, qui s'appelle Anita, qui travaillait là-bas. Et Anita m'a parlé, quand j'étais sur place, d'une histoire qui m'a beaucoup touché la première fois qu'elle m'en a parlé. Donc c'était une école coranique en fait, musulmane, qui avait été créée par une
personne qui s'appelait Ibu Sinta, qui était une activiste indonésienne, musulmane, transgenre. Donc elle a créé cette première école, donc on s'est rendu avec Anita, parce qu'elle avait déjà travaillé, elle avait déjà fait un travail documentaire autour de ça. Et donc je suis rentré dans l'univers de ces personnes. J'avais pas pour but d'aller faire un travail au début un petit peu plus poussé sur Sinta, sur son école, mais j'ai été très touché par ce qu'elle avait mis en place, en tout cas le système d'accueil, d'écoute, d'entraide, puisque la société indonésienne, en tout cas sur l'île de Java, est à majorité musulmane. Ce sont des personnes, en tout cas Sinta et toute cette communauté qui sont musulmanes et puis qui étaient aussi transgenres, gays et qui avaient besoin et l'envie d'exprimer leur religion. Donc la première fois, moi je suis allé, j'étais en Indonésie, donc justement à Yogyakarta, que je me suis rendu à l'école. J'ai été accueilli par Sinta, qui est une personne avec beaucoup de présence, qui était habillée avec un voile, et qui m'a accueilli comme ça avec ses lunettes. Et en fait, elle a un visage, on peut le voir dans les photos, qui est malheureusement un peu abîmé, puisque c'est une mode en fait dans ces populations-là en Indonésie, c'est qu'elles ont fait pas mal de botox, et du mauvais botox, souvent qu'elles allaient faire en Malaisie ou aux Philippines, et qui a beaucoup abîmé leur visage. Elles ont fait des chirurgies esthétiques malheureusement un petit peu sabotées, en tout cas à chercher des coûts pas très importants, et on leur a fait des procédures qui étaient mal faites, et puis dans le cadre du Botox, utiliser du Botox qui était de mauvaise qualité. Et donc voilà, la première fois que moi j'ai rencontré cette personne, je me suis dit waouh, elle avait un visage hyper boursouflé, en même temps elle était voilée, elle allait prier, en même temps elle exprimait plutôt clairement ses orientations sexuelles, tout ça. Je me suis dit ok, là c'est quand même un personnage très intéressant, qui a fait énormément pour sa communauté. Alors je dis qui a fait parce qu'en fait Sinta est décédée il y a à peu près 2 mois maintenant. Elle était malade. Il y a un gros problème de maladie évidemment dans cette communauté. Ils sont confrontés beaucoup au sida, hein, comme nous on a pu l'avoir en France dans les années 90, tout ça. Et donc j'ai passé pas mal de temps en fait. J'ai passé même beaucoup de temps avec toutes ces femmes pendant quasiment 1 mois en fait. J'ai pas cherché à faire quelque chose de cette série. Je pense que j'étais touché par leur histoire, par les personnes que je rencontrais. Il y avait des gens qui traversaient toute l'Indonésie parce qu'elles se sentaient musulmanes et elles avaient envie d'être protégées, de pouvoir prier, de pouvoir apprendre sur le Coran. Et en même temps, elles avaient envie d'avoir la liberté d'être ce qu'elles étaient et puis d'avoir leur propre orientation sexuelle. Et en fait, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris, puisque il y a des sujets documentaires qu'on va faire qui sont simples, entre guillemets, qu'on va faire, on se déplace, on le fait, le sujet est là, ça va vite, on rentre, on le publie, c'est beau. Il y a des sujets qui demandent plus de temps, qui demandent plus d'implication, c'est des sujets assez sensibles, qui demandent de vivre avec les gens. Et peut-être, et c'est arrivé dans ce cas-là, on va rien en faire, mais en fait, l'expérience qu'on en ressort de ces rencontres-là, en tout cas, moi, c'est un sujet que j'ai photographié en noir et blanc, parce qu'il y avait assez peu de couleurs, et puis je trouvais la couleur pas belle, et j'avais envie de faire du noir et blanc à cette époque. L'expérience que j'ai vécue là, avec ces personnes, m'a appris aussi le fait qu'on ne prend pas une photo aux gens. C'est-à-dire que les gens nous donnent leur image. Si elles ont envie de se faire photographier, si on les connaît assez, si on rentre dans leur intimité, la photo va se passer et ils vont nous la donner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est en passant du temps, c'est en connaissant les histoires, en parlant, qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est vraiment un moment de ma carrière photographique qui a été assez important. Et en fait, paradoxalement, j'ai fait très peu de choses de ces images, mais par contre, d'un point de vue personnel et professionnel, ça m'a énormément appris. L'avenir de la photographie, c'est plutôt excitant puisqu'il y a plein de pratiques transversales qui se développent. On nous demande beaucoup d'ailleurs de faire de la vidéo aussi en même temps, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a plein de choses qui se recoupent. On fait de l'argentique, on peut faire du numérique, on fait de la vidéo. Il y a toute une génération de jeunes photographes. Je fais mes tirages dans un labo qui s'appelle Émulsion à Paris. Enfin, moi, je le vois. Alors, je suis pas un vieux non plus, mais je vois qu'il y a une nouvelle génération de photographes qui font des trucs super,
qui arrivent et je trouve que c'est assez rafraîchissant et plutôt prometteur. De toute façon, il faut aller avec son temps et puis accepter que c'est une pratique qui a évolué déjà énormément. Parce que je veux dire, quand on voit les premiers photographes qui allaient photographier du conflit avec leur chambre pendant la guerre de sécession, bon voilà, quand on voit maintenant l'état la profession se décline. Je suis pas pessimiste, je trouve qu'il faut aller avec son temps, il y a plein de choses intéressantes et prometteuses qui se développent. Alors il faut faire attention quand même, je trouve, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient au réseau, qui passent peut-être trop de temps sur Insta, sur toutes ces choses-là et qui vont chercher des références, mais je pense que les vraies références, si je peux me permettre, sont pas forcément là. Il faut aller voir des expos, il faut lire des bouquins, il faut aller voir des musées, il faut ouvrir des magazines. Il faut passer moins de temps à se filmer quand on fait son sujet, mais peut-être prendre du temps de penser pourquoi on fait un sujet, et qu'est-ce qu'on veut photographier, qu'est-ce qu'on veut montrer, ça c'est très important. On n'en a pas énormément parlé, mais moi c'est une question qui m'habite énormément, c'est pourquoi je fais ce sujet, pourquoi je le photographie, comment je vais le photographier, et qu'est-ce qui va advenir de ce sujet. En tant que photographe, on a une responsabilité, c'est très important, des personnes qu'on va photographier. C'est-à-dire que le sujet, la manière dont on va photographier les personnes, ce qu'on va représenter, même si c'est un point de vue personnel, on a une responsabilité à travers ça. Donc peut-être prendre plus de temps à réfléchir au pourquoi du comment de nos images, à leur portée, à leur aussi conséquences, par exemple, des fois, et peut-être moins à se filmer sur les zones de conflit, voilà, mais peut-être réfléchir un petit peu plus derrière à la portée et aux conséquences, enfin en tout cas à la portée de notre travail.